Chers amis du Dessous des cartes, voici une nouvelle leçon de géopolitique, votre rendez-vous 100% numérique. Et aujourd'hui, bien sûr, on va s'intéresser à l'émotion mondiale suscitée par le meurtre de George Floyd, cet Afro-Américain tué lors d'une interpellation policière. Dans un instant, nous serons en ligne avec Jean-Éric Brana, maître de conférences, chercheur, spécialiste de la politique et de la société américaine. On lui demandera s'il considère que ces manifestations contre le racisme, elles peuvent venir perturber l'élection présidentielle. Mais avant cela, on va réviser nos bases et se demander pourquoi le racisme semble être une longue histoire aux États-Unis. Pour cela, on va remonter au XVIe siècle avec ce que l'on appelle l'histoire du commerce triangulaire. Le dessous des cartes s'y était intéressé en 2012. Le commerce dit triangulaire s'installe et fonctionne ainsi. Les Européens cherchent des esclaves en Afrique, les emmènent dans le Nouveau Monde et rapatrient les bénéfices vers les monarchies européennes. Cette traite négrière est un événement économique majeur. Par sa durée, près de 400 ans, du XVIe au XIXe siècle, par son ampleur, entre 25 et 30 millions de gens déportés, par son impact géographique et sociétal aux États-Unis, aux Caraïbes, au Brésil et évidemment sur le continent africain. Les États-Unis, principal vainqueur de 1945, semblent immobiles sur la question du racisme à l'intérieur de leur propre pays. Alors pourquoi? Souvenons-nous de la guerre civile américaine qui débute en 1861. Voici les 11 États qui font sécession de l'Union, voulant conserver les esclaves noirs comme force économique gratuite. Les confédérés perdront, l'esclavage est aboli. Mais les lois raciales ségrégationnistes imposent la séparation entre blancs et noirs dans les bus et dans les écoles, ainsi que dans l'espace privé, avec l'interdiction du mariage interracial. Dans certains États, les lois s'appliquent aussi aux Indiens. Ces lois restent en vigueur tard dans le XXe siècle. Le Civil Rights Act y met en principe fin en 1964. Depuis, il aura fallu 50 ans, 2 générations, entre l'abolition du racisme officiel et l'élection en 2008 d'un président américain noir. Le racisme, une longue histoire américaine, on l'aura compris, on va continuer d'en parler avec vous, Jean-Éric Brana. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes maître de conférence à Paris, Assas, chercheur spécialiste de la politique et de la société américaine. Alors pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que cette affaire Floyd est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la colère américaine? Alors pour 2 raisons. D'abord parce que ce confinement, a montré de façon intrinsèque que la les fragilités américaines, étaient, toujours là et en particulier à cette, société afro-américaine qui s'est rendue compte qu'elle était toujours celle qui payait un petit peu plus. D'abord, elle a donné un très lourd tribut à cette, maladie, avec, beaucoup de morts alors que proportionnellement dans la population, elle ne fait que 13 et puis surtout tous les maux qu'elle porte sur ses épaules, sont revenus à la surface, à savoir la pauvreté, le mal logement, les problèmes de santé et cetera. Alors qu'on pensait qu'ils étaient réglés depuis très longtemps. D'ailleurs, les luttes des années 60 avaient été censées avoir servi à ça et en réalité rien, n'a été résolu. C'est un peu comme si on avait mis les problèmes sous le tapis. Lors d'une précédente interview, vous nous aviez expliqué à quel point l'Amérique de Donald Trump était une Amérique, une société coupée en deux. Est-ce que c'est toujours le cas après cette période de confinement et dans le cadre de ces manifestations après la mort de George Floyd? C'est même, plus que jamais le cas. En réalité, le président Trump a tout fait pour que, cette division, s'accélère en pensant que ça allait pouvoir, asseoir sa réélection. Pourquoi? D'abord parce qu'il peut s'appuyer ainsi sur une base absolument solide qui s'est resserrée sur l'idée, encore une fois, qu'elle était attaquée et il veut y rajouter cette idée de la loi et l'ordre qui ramène les bonnes gens, les bien-pensants, qui vont se ranger au nom de l'appel au drapeau du côté du pouvoir. Et donc ça fait deux sociétés, les jeunes qui sont dans la rue et les autres qui ne seraient pas. Mais ça, c'était les années 60. En 2020, c'est un petit peu différent et on s'aperçoit que les frontières sont pas tout à fait les mêmes et qu'en réalité, s'il y a des divisions, ça va peut-être pas dans le sens de ce que souhaite le président actuel.
Est-ce que vous pensez, Jean-Éric, que l'élection présidentielle à venir, elle peut se jouer désormais sur cette question du racisme? On dit déjà que la colistière de Joe Biden, c'est-à-dire le candidat démocrate à la Maison-Blanche, pourrait être une Afro-Américaine. Alors d'abord, ça fait très longtemps qu'on dit que le colistier ou la colistière serait une femme, puisque Joe Biden lui-même l'avait annoncé. Aujourd'hui, c'est vrai que tout pousse pour que ce soit une Afro-américaine. Ça ne veut pas dire que ce sera le choix final, de Joe Biden qui l'annoncera début août. Pour le reste, est-ce que ça jouera dans l'élection? Bien évidemment, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de fondamental et qu'aujourd'hui, les 2 candidats se sont repositionnés dans le cadre de leur campagne par rapport à cette question. Encore une question sur cette gouvernance Trump face à ces manifestations. On sait que les militaires, notamment, ont très mal pris que Trump veuille les envoyer face aux manifestants. Est-ce que c'est un sentiment partagé? Oui, parce que c'était vraiment, un dévoiement de la Constitution, assez extraordinaire. Le droit de manifester est protégé par le premier amendement de la Constitution et l'ancien président Obama l'a rappelé en expliquant que ce pays s'est construit sur des manifestations. Il faut laisser les gens pouvoir s'exprimer et quand Donald Trump explique qu'il va envoyer l'armée alors que ce ne sont que des manifestations, on a là soit, un délit d'ignorance, soit, une tentative autocratique, dans les 2 cas, c'est condamnable puisqu'il est à la tête du pays. Dernière question, Jean-Éric Brana, cette émotion mondiale après la mort de George Floyd, est-ce qu'elle peut changer le cours de l'élection présidentielle américaine? Je pense effectivement que cette émotion peut changer le cours de l'élection américaine pour tout un ensemble de raisons. D'abord parce que le slogan de Donald Trump, «Rendre la grandeur à l'Amérique» vient d'en prendre un coup. L'émotion est mondiale et donc on a besoin, d'une réparation de ce côté-là. Ensuite, parce que la crise sanitaire n'est toujours pas terminée aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier. Il y a encore, au moment où on se parle, près de 1 000 morts par jour, donc c'est vraiment pas chez eux une affaire réglée. Et puis ensuite, parce que la demande est aujourd'hui très, très forte de la part de l'ensemble des minorités et de l'ensemble de cette jeunesse qui veut réellement, qu'on se saisisse de cette chance pour bâtir un monde nouveau. C'est un peu l'attente de tout le monde après le confinement, c'est un vœu pieux certainement, mais ils attendent que les 2 candidats à la présidentielle se positionnent par rapport à cette question-là, ce que Joe Biden a déjà fait, mais Donald Trump a répondu par, l'ignorance, l'absence d'empathie et l'absence de bienveillance. Donc oui, je crois que ça va être une question, fondamentale pour la prochaine présidentielle. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, d'avoir été en ligne avec nous. Je renvoie peut-être à l'un de vos ouvrages, et je crois qu'on le voit en ce moment même derrière vous, L'Amérique qui gronde, 1968-2018. À très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et rendez-vous, bien sûr, très bientôt pour une nouvelle destination.